Donc, on va commencer doucement pour aujourd'hui. Donc, bienvenue à cet atelier sur l'appareil digestif. Je suis Casey Perrault. Je vais vous mener dans cet atelier aujourd'hui. Cet atelier... Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka. Alors, cet atelier est offert dans le cadre du camp d'été Eureka. Eureka, pour ceux et celles qui ne le savent pas, est un service d'aide aux devoirs. Alors, au courant de votre année scolaire, si vous avez des questions lorsque vous faites vos devoirs, vous pouvez téléphoner, vous pouvez envoyer un texto, envoyer un courriel, clavarder ou même aller sur les médias sociaux pour pouvoir avoir de l'aide avec vos devoirs. Si vous allez sur le site Facebook d'Eureka, vous allez aussi pouvoir trouver les vidéos des ateliers des semaines passées. Je veux juste vous faire un rappel. Lors de mon premier atelier, j'ai présenté le système circulatoire et ce concept va revenir un peu aujourd'hui. Voici le modèle de sang que nous avons fait lors de l'atelier sur le système circulatoire. Donc, le système circulatoire va être composé du cœur et des veines et va faire circuler le sang pour pouvoir amener les différents nutriments et l'oxygène à toutes les parties du corps. Si tu vas sur la page Facebook d'Eureka, vous allez aussi pouvoir voir l'atelier sur le système respiratoire, où nous avons appris au sujet des poumons et du système qui permet d'inspirer et d'expirer l'oxygène et le dioxyde de carbone. Aujourd'hui, nous allons parler du système digestif. Voici un aperçu de la journée. Donc, en premier, nous allons parler de la fonction de l'appareil digestif. Donc, c'est quoi le but d'avoir l'appareil digestif dans le corps? Nous allons parler des différents éléments qui composent l'appareil digestif. Puis, si le temps nous le permet, nous allons parler un peu de la nutrition. Et comme toujours, je vous invite à m'écrire des questions dans le clavardage. Je vais essayer de me garder, de les répondre au fur et à mesure. Et sinon, il va y avoir une période de questions à la fin de l'atelier. On est prêt? Commençons avec une petite question. Donc, nous avons déjà vu des vidéos des astronautes dans l'espace et nous voyons que puisqu'il n'y a pas de gravité en espace, ils flottent. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur YouTube, un astronaute canadien, Chris Hadfield, il nous montrait des vidéos de différentes activités qu'il faisait en espace. Une des choses qu'il nous montrait, c'est comment il mangeait en espace. Puis on dirait que sa nourriture était très différente de la nôtre. Donc je vous demande, est-ce que c'est vrai ou faux? Les astronautes ne peuvent pas manger de la même façon dans l'espace et sur la Terre parce qu'il n'y a pas de gravité en espace pour faire descendre la nourriture à l'estomac. Donc, dans le clavardage, vous demandez-vous juste vous-même, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je ne peux pas manger de la même façon en espace que sur la Terre à cause qu'il n'y a pas de gravité. Je vais vous donner un 10 secondes. C'est vrai? Quelqu'un qui dit que c'est vrai, quoi d'autre? Intéressant. 3, 2, il y a plusieurs personnes qui disent que c'est vrai. Ah, il y a une personne qui dit que c'est faux. Donc, la réponse, c'est faux. Ils vont manger de la nourriture différente à cause qu'ils ne vont pas pouvoir amener de la nourriture vraiment en espace, qu'ils n'ont pas des frigidaires, ils n'ont pas accès à la vraie nourriture pendant des mois de temps. Et j'ai une élève, Madeleine, qui dit que c'est faux, car quand tu avales, ça pousse la nourriture dans l'estomac. Tu as raison, Madeleine. L'ésophage, et nous allons voir, c'est le petit tube qui va amener la nourriture de la bouche à ton estomac. C'est un muscle qui se contracte et se relâche
pour faire bouger la nourriture vers ton estomac. Maintenant, je ne vous suggère pas de le faire, mais en théorie, tu pourrais manger à l'envers. Alors, excellent. Bonne participation, les élèves. Donc, c'est quoi la fonction du système digestif? Je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez. L'appareil digestif est l'ensemble des organes qui sont responsables de transformer la nourriture que nous mangeons pour qu'elle puisse être transmise aux organes par le système circulatoire. Alors, lorsque je mange une pomme, par exemple, ce n'est pas la pomme comme telle. La pomme ne peut pas circuler dans mes veines pour avoir tous les bons nutriments. Alors, elle doit être transformée pour que mon corps puisse l'utiliser. Et c'est le système digestif qui est responsable de ceci. Donc, il y a vraiment 4 fonctions pour faire ceci. La première étape, ce serait l'ingestion. En d'autres mots, c'est quand j'avale les aliments ou la nourriture. C'est appelé l'ingestion. Par la suite, nous avons la digestion. Lors de la digestion, les aliments vont être transformés à des petites... c'est des transformations qu'on ne pourrait pas voir à l'œil nu. Il nous faudrait avoir un microscope pour voir les changements parce que c'est vraiment fait au niveau des molécules. Des molécules, c'est des petites particules que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Donc, la digestion, c'est quand je change ma pomme dans des petits morceaux minuscules, microscopiques, qui vont pouvoir être absorbés par le sang et pour ensuite circuler dans tout mon corps. La troisième étape, c'est l'absorption. Alors ça, c'est quand, une fois que les aliments ont été changés, ont transformé, les capillaires qui entourent les organes du système digestif vont aller prendre les nutriments qu'ils ont de besoin, les ajouter au sang pour les faire circuler dans le sang. Alors, les capillaires vont absorber les nutriments. Et l'étape finale du fonction de l'appareil digestif, c'est l'excrétion. Donc, c'est quand j'élimine les déchets ou les nutriments de trop de mon corps. OK? Alors, on sait que lorsque le corps a fini d'utiliser quelque chose, c'est rendu un déchet et je dois l'éliminer de mon corps. Et parfois aussi, je peux ingérer des aliments que mon corps n'a pas de besoin du tout et je dois aussi les éliminer de mon corps. OK? Une autre petite question. Savais-tu? Est-ce que vous le saviez que certains animaux ont un estomac avec plusieurs compartiments, par exemple la vache? Donc, leur système de digestion est un peu plus complexe que le nôtre. Tandis que d'autres animaux, eux, n'ont pas d'estomac du tout. Par exemple, l'ornithorynque que vous voyez en haut dans le coin à la gauche. Je vous lance un défi après l'atelier. Et vous pouvez les afficher sur la page Facebook du camp Eureka. J'aimerais que vous me partagiez quels autres animaux n'ont pas d'estomac. Et quel lien est-ce que vous pouvez faire entre tous ces animaux? Alors, lorsque vous allez observer les animaux qui n'ont pas d'estomac, quelle similitude et quelle différence est-ce que vous pouvez voir entre ces animaux? Sautons dans les éléments de l'appareil digestif. Donc, vous allez voir ici un modèle. Dans le modèle, on va commencer avec la cavité buccale. Donc, ça, c'est un autre mot pour dire la bouche et tous ses éléments. Alors, on va parler des dents, les lèvres, le palais qui est le dessus de ta bouche, les joues et la salive. La salive, c'est l'eau qui se produit naturellement dans ta bouche, qui aide à faire descendre la nourriture et qui t'aide à mâcher vraiment. Il y a aussi la langue qui fait partie de ceci. Et la langue, c'est le muscle de la cavité qui va permettre à faire bouger la nourriture entre les dents, mais va aussi pousser vers la langue.
Le dernier élément de la partie supérieure de l'appareil digestif, c'est l'œsophage. Donc ça, c'est le tube et vous pouvez le voir ici. C'est le tube orange qui dirige la nourriture de la bouche vers l'estomac. C'est un peu, donc c'est un tube qui va directement. Et c'est important de noter, la salive, ça va faire en sorte que la nourriture va descendre plus facilement. Alors, pensez à une glissade. Lorsque j'ai une glissade d'eau, je peux baisser beaucoup plus vite que si j'ai une glissade qui n'a pas d'eau. C'est un peu exagéré comme comparaison, mais l'idée est pareille. Alors, si j'ai de la salive dans ma bouche, la nourriture va descendre l'œsophage plus facilement. Maintenant, pour ceux et celles qui étaient lors de mon dernier atelier, nous avons parlé au sujet du système respiratoire. Et juste pour vous le dire, juste pour vous donner une idée, on a parlé que le pharynx, il est vers l'arrière de ma gorge et que c'est comme une petite porte qui va ouvrir pour laisser l'air passer et qui se ferme pour que la nourriture ne passe pas. Et nous avons vu que la trachée, c'est le tube à l'avant de ma gorge qui amène l'air vers mes poumons. L'œsophage qui amène la nourriture vers mon estomac, il est directement derrière ma trachée. Alors, l'œsophage, si vous touchez votre cou, vous allez ressentir quelque chose. C'est pas comme un os, c'est du cartilage, c'est un peu dur. Ça, c'est votre trachée. Ça, c'est où l'air entre et sort de mon corps. L'œsophage pour la nourriture se retrouve directement derrière cela. Maintenant, une autre question, vrai ou faux? L'estomac est l'organe le plus important dans le processus de digestion. Est-ce que c'est vrai que dans le processus de transformation des aliments, l'estomac est l'organe le plus important? Écrivez-moi vos réponses dans le clavardage. Je vais attendre 30 secondes. Je vais vous donner un indice. Pensez à ce que j'ai dit au sujet des animaux. Il y a certains animaux qui n'ont aucun estomac. Alors, selon vous, est-ce que l'estomac est l'organe le plus important dans la digestion? C'est lui qui fait le plus de travail. Alors, j'ai des vrais, faux. C'est pas mal égal. L'estomac est très important. L'estomac est très important dans l'étape de la digestion, mais c'est seulement la première étape. Ce n'est pas l'étape la plus centrale. Ce n'est pas l'étape où le plus de changements ont lieu. L'estomac va vraiment préparer la nourriture et le plus de changements chimiques va avoir lieu dans le petit intestin et non pas dans l'estomac. Alors, l'estomac est très important, mais ce n'est pas là où la majorité de la digestion se fait. Maintenant, j'ai un défi pour vous. Est-ce que vous pouvez placer votre main sur votre estomac? Donc, la plupart des personnes, lorsqu'on demande de placer leur main sur l'estomac, vont placer leur main ici. Mais regardons à la prochaine page. Votre estomac, en effet, il se retrouve plus en haut et à la gauche de votre corps. Donc, votre estomac, il est proche de vos côtes, donc où les os se retrouvent ici. Votre estomac est un peu à la gauche ici. Et vous allez voir, l'estomac, c'est comme une ballonne. C'est un organe avec une paroi élastique. Ça veut dire que ses côtés sont comme des élastiques qui peuvent s'étirer. En effet, lorsqu'on est un bébé, lorsqu'on est un nouveau-né,
la grosseur de l'estomac pourrait être aussi petite qu'une cerise. Puis elle va grandir pour être la grosseur d'un noix de Grenoble, ensuite d'une pêche, ensuite d'un œuf. Maintenant, à l'âge adulte, ça serait environ la grosseur d'un cantaloupe. Et je vais vous donner une autre façon de pouvoir visualiser ceci. Vous voyez mon chaudron? En général, l'estomac d'un adulte pourrait contenir environ 1 litre d'eau. Alors, je pourrais mettre 1 litre d'eau ou environ 2 bouteilles d'eau normales dans mon chaudron et ce serait la grosseur de mon estomac lorsqu'il est rempli. Ceci dit, il est aussi possible puisque c'est une élastique, de trop manger et d'agrandir mon estomac. Combien de fois plus grand pensez-vous que l'estomac d'un adulte pourrait devenir? Si ça, c'est en moyenne la grosseur de l'estomac d'un adulte, combien de fois plus gros pensez-vous que l'estomac peut devenir? La réponse, c'est 4. L'estomac adulte, lorsqu'il est plein, pourrait contenir jusqu'à 4 litres de liquide. Alors, regardons la différence entre mes deux chaudrons. C'est quand même incroyable. Je vais juste écrire une question. Donc, tu ne veux pas que ton corps soit ton estomac, lorsqu'il arrive qu'il est plein, il va envoyer un message à ton cerveau pour dire « Oh, je suis rempli, je n'ai pas besoin d'autre. » Maintenant, si je mange trop vite, mon estomac et mon cerveau n'ont pas la chance de se parler. Alors, c'est là où des fois, on a l'impression qu'on a trop mangé. Donc, et c'est là où l'estomac va commencer à s'élargir de plus en plus. Alors, lorsqu'on mange, c'est important de manger lentement pour donner la chance à l'estomac de savoir s'il est plein et d'envoyer ce message à mon cerveau pour dire « OK, tu peux arrêter de manger, tu as eu tout ce que tu as de besoin. » Le but principal, la fonction de l'estomac, c'est comme d'être un garde-manger acidique. Alors, c'est un genre de sac rempli d'acide qui garde la nourriture pendant 2 à 6 heures pour m'assurer que mon corps a l'énergie qu'il a de besoin pour pouvoir fonctionner. OK? Alors, et oui, quand je dis que c'est rempli d'acide, c'est vraiment un acide. Alors, si on regarde, si on pense à le vinaigre, c'est un acide. Les citrons, c'est des acides. Et il peut y avoir des acides qu'on utilise dans des laboratoires scientifiques qui brûlent. C'est un acide. OK? Et le but de l'acide, c'est de défaire toute la nourriture qui entre dans l'estomac pour le transformer. Enfin, l'estomac, c'est aussi un muscle qui se contracte et se décontracte pour faire bouger la nourriture pour pouvoir aider à la défaire. Alors, je pense un peu à un malaxeur qui va tourner pour pouvoir broyer de la nourriture. Mon estomac ne tourne pas, mais il va se contracter et se décontracter avec l'acide pour faire bouger les aliments et pour pouvoir me dire, pour pouvoir faire passer la nourriture à la prochaine étape. Habituellement, je fais une expérience scientifique en direct pour pouvoir vous expliquer les différents systèmes du corps. L'expérience que j'ai faite pour le système digestif, il est un peu plus compliqué et il est un peu plus compliqué et ça prenait plus de temps. Alors, j'ai des vidéos à vous montrer et si vous voulez, par la suite, vous pouvez faire cette expérience à la maison pour vous-même.
faire cette expérience, j'ai utilisé 3 sacs Ziploc. Mes sacs en plastique représentaient mon estomac. J'ai ajouté des céréales dans chacun des sacs et j'ai aussi ajouté le même montant de kiwi dans chaque sac. Enfin, le kiwi, dans le 3e sac, vous allez voir, je l'ai coupé en plus petits morceaux pour pouvoir montrer la différence lorsqu'on mange, lorsque la nourriture est bien mastiquée. Alors, lorsque j'ai bien mâché ma nourriture, ça s'est représenté dans le 3e sac. L'acide que j'ai utilisé pour pouvoir représenter l'acide du ventre, c'est du vinaigre. Alors, l'acide dans mon estomac, il est beaucoup plus puissant que le vinaigre, mais c'est beaucoup plus sécuritaire d'utiliser du vinaigre ou du jus de citron, par exemple, à la maison. Donc, voici l'expérience. Une fois que mes 3 sacs étaient remplis, j'ai utilisé ma main pour imiter les contractions et les décontractions de l'estomac. Observez bien les différents sacs et notez bien ce qui arrive au kiwi. Tu peux vraiment bien voir ce qui arrive avec le kiwi. Immédiatement, il n'y a pas un très gros changement. Je vous ai montré, je vous ai dit que l'estomac prend de 2 à 6 heures pour digérer. Alors, après 2 heures, j'ai fait la même expérience. L'élève qui me demandait, je suis en train de discuter au sujet de l'appareil digestif dans le corps humain. C'est absolument ça. Donc, j'ai refait l'expérience après 2 heures et avec ma main, je pouvais vraiment sentir que les kiwis commençaient à se défaire. C'était rendu un peu plus gélatineux dans mon sac. Dans les 2 premiers sacs, il y avait encore des très gros morceaux. Et finalement, après 6 heures, j'ai fait la même expérience à nouveau. Et maintenant, presque tous les kiwis, je pouvais les écraser sans beaucoup de force. Et le céréal était rendu très, très mou aussi. Et je vais vous montrer des photos pour que vous puissiez vraiment voir la différence entre mes 3 sacs. Donc, voici le premier sac où il y avait juste l'acide, donc le vinaigre. Vous pouvez voir qu'il y a encore des gros morceaux de kiwi et qu'il y a des grosses bulles qui se forment. Et le céréal, je peux encore voir des morceaux de céréal. Le 2e sac, j'avais ajouté de l'eau pour représenter la salive de ma bouche. Et il y a de l'acide. Encore une fois, je peux voir les bulles d'eau qui se forment. Et il y a encore des gros morceaux de kiwi, mais ils sont un peu plus séparés. Il y en a comme un peu moins. Dans le 3e sac, c'est là où on peut voir la plus grande différence. Alors, le kiwi dans le 3e sac, on ne peut presque pas le voir maintenant. Il est vraiment intégré et lorsque je le touchais, c'était vraiment gélatineux. Même le céréal, je peux voir des petits morceaux, mais même le céréal commence à bien se défaire. Donc, vous pouvez voir l'importance et la différence lorsque je mastique ma nourriture, lorsque je la mâche bien comme il faut, et lorsque j'ai assez de salive dans ma bouche et je bois de l'eau, ça fait une grande différence pour pouvoir préparer la nourriture pour la digestion. Question. Avez-vous remarqué, je ne sais pas si vous pouvez voir les bulles, mais dans le sac acide, dans mes images, il y a un petit trou qui s'était formé dans le coin en bas à la gauche. Mon hypothèse, c'est que l'acide, le vinaigre, était trop fort et a causé un trou dans le sac. Je me suis posé la question, est-ce que c'est possible que l'acide du ventre
puisse briser les parois ou le côté du ventre? J'ai trouvé ma réponse. Si oui, l'acide du ventre pourrait briser le côté du ventre, les parois du ventre, mais une chance que le corps crée un mucus, donc c'est comme un liquide gélatineux qui est relâché constamment pour pouvoir protéger les parois du ventre, pour que l'acide du ventre ne mange pas les côtés. Alors, c'est vraiment intéressant, le ventre doit se protéger de lui-même. Maintenant, j'imagine que la plupart des personnes, lorsque j'ai demandé de placer leurs mains sur l'estomac, ils l'ont placé près de leur nombril. Je vois une question au sujet de pourquoi on ne mange pas pendant la nuit. Je vais la répondre vers la fin de l'atelier. Donc, lorsque vous mettez votre main proche autour de votre nombril et que vous dites « Oh, mon ventre fait mal », c'est que vous êtes en train de mettre votre main plus sur l'intestin grêle ou le petit intestin. Puis, le petit intestin, c'est là où la majorité de la digestion est faite. Donc, la nourriture qui est devenue comme un mucus dans l'estomac va passer dans l'intestin. Et dans les premières 25 cm, c'est un peu moins qu'une règle normale. C'est là où il va y avoir beaucoup de transformations pour que le corps puisse utiliser. Alors, c'est là où il va y avoir des changements chimiques qu'on peut seulement voir à l'aide d'un microscope pour que le corps puisse utiliser ceci. La raison pour laquelle la majorité de la digestion se fait dans la première 25 cm, c'est parce que le foie, ici c'est le gros organe rouge, et la vésicule biliaire, vous allez voir, c'est le petit organe vert à la droite ici. Dans les premiers 25 cm de l'intestin, ils vont envoyer des enzymes et de la bile. Donc, c'est différents éléments qui vont aider avec la digestion. OK? Donc, ils vont envoyer pour pouvoir aider avec le processus. Donc, la grosse majorité de la digestion, de la transformation des éléments se fait dans les premiers 25 cm de l'intestin grêle, du petit intestin. Maintenant, pendant le reste du trajet dans les intestins, c'est la section de l'absorption. Alors, c'est là où les capillaires, donc les veines, vont entourer les intestins et ensuite, ils vont aller chercher ce qu'ils ont de besoin. Je vais utiliser ma serviette ici pour vous montrer comment l'intestin fonctionne un peu. Alors, les intestins, c'est comme un tube, mais ce n'est pas un tube droit comme l'œsophage. En effet, l'intestin va se replier sur lui-même comme ceci. Plusieurs fois, comme ceci. Puis, à l'intérieur ici, il va avoir, ça ressemble à des poils. Comme ça, les nutriments de la nourriture, des aliments qui ont été formés, vont rester pris ici. Et ensuite, les capillaires, les veines qui font le tour de l'organe vont venir ici pour chercher les aliments qui restent pris ici. Donc, ce processus va prendre un peu plus longtemps. Et comme l'estomac, l'intestin est en mouvement aussi. Il va se contracter et se décontracter pour faire bouger la nourriture aussi. Maintenant, j'ai continué mon expérience et j'espère que ça vous aide à mieux voir comment l'intestin grêle fonctionne. J'ai des sacs que j'utilise pour aller à l'épicerie pour ramasser mes fruits et mes légumes.
Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Lorsque j'ai tiré, ça ressemblait un peu à la même forme de l'intestin. Donc, pour cette partie de l'expérience, j'ai seulement pris 2 de mes sacs d'estomac et j'ai 2 intestins. Et j'ai des contenants qui vont représenter le système circulatoire. D'accord? Maintenant, je vous montre les 2 vidéos de manière simultanée. Donc, j'ai fait un petit trou dans mon estomac, dans mon sac Ziploc, et j'ai fait passer la nourriture en contractant et en décontractant. Et je l'ai fait passer jusque dans mon intestin grêle, mon petit intestin. Je vais le faire jouer à nouveau, juste pour que vous puissiez vraiment comprendre et voir ce qui arrive. Alors, l'estomac se contracte et se décontracte et il y a une petite porte vers le bas qui va permettre à la nourriture qui a commencé à être transformée vers l'intestin grêle. L'intestin grêle est représenté par le sac. Maintenant, j'ai fait la même expérience. Je vais contracter et décontracter mon intestin comme il fonctionne. Et là, le but de ceci, c'est de faire passer la nourriture. Le premier but, c'est de faire passer les nutriments. Maintenant, si la nourriture a été assez transformée, elle va passer par les petits trous de l'intestin pour aller dans le corps. Observez. Alors, j'ai contracté et décontracté les 2 intestins et vous pouvez voir que si la nourriture a été assez transformée ou digérée, ça a réussi à passer dans le corps, qui est mon contenant dans ce cas. La différence, lorsque j'ai bien mastiqué ma nourriture et qu'il y avait de la salive, de l'eau, c'est qu'il y a beaucoup plus de nutriments qui ont réussi à passer dans le corps que lorsque je n'ai pas bien mâché ma nourriture. Donc, lorsque je mâche, la nourriture est bien mastiquée. Lorsque j'ai pris le temps, j'avais de la salive dans ma bouche, il y a plus de nutriments, plus de vitamines, plus de protéines qui peuvent passer et aller dans mon corps. J'ai une question pour toi. Vous voyez votre estomac? Selon toi, quelle longueur est l'intestin grêle? Quelle longueur est le petit intestin? Mettez-moi des estimations dans le clavardage. L'intestin grêle, le petit intestin, il fait tout le centre un peu de votre ventre ici. Et on a vu qu'il est replié sur vous-même. Alors, quelle longueur est-ce que vous pensez, si je le mettais, si je pouvais le sortir d'un corps et le mettre dans une ligne droite? Julia me dit qu'elle pense que c'est 5 mètres. Est-ce qu'il y a autre personne? Tu ne sais pas? 30 cm, Marcella? 2 mètres? 1 mètre? 24 mètres? Je vais vous donner un autre 10 secondes pour voir s'il y a d'autres. 3 mètres? 10 cm? 7 mètres? 1 kilomètre? 30 cm? OK, donc les élèves, votre intestin grêle, votre petit intestin, lorsqu'il est placé en longueur, mesure environ 6 mètres. Mais si on pouvait l'étirer, l'ouvrir,
Par exemple, si j'ai ma serviette ici et que je l'ouvre pour pouvoir voir la surface de mon intestin, on dit que l'intestin mesurerait 600 mètres carrés. Alors, on dit que ça pourrait presque recouvrir une surface d'un champ de baseball. OK? Alors, mon intestin, lorsqu'il est plié sur lui-même et que je le mets dans une ligne droite, on nous dit que ça devrait mesurer environ 6 mètres. Si on pouvait l'ouvrir et voir la surface pour qu'elle soit plat, l'intestin serait environ 600 mètres carrés, pourrait recouvrir presque un champ de baseball. Ça, j'ai appris ça. En faisant la recherche pour mon atelier et j'ai trouvé ça pas mal incroyable. Maintenant, ça, c'est ce qui restait dans mes intestins grêles. Qu'est-ce que je fais avec ce qui reste de solide qui n'a pas été transformé? Vous voyez qu'il y a encore du solide dans mon sac qui représente mes intestins. Qu'est-ce que je fais avec ceci? Ce qui arrive, c'est qu'éventuellement, ce qui reste dans mes intestins doit continuer à passer dans l'appareil digestif pour aller à la quatrième fonction, et c'est l'excrétion, donc l'élimination des déchets. Pour mon expérience, j'ai décidé de le mettre dans mon bac de déchets organiques parce que c'est ça que c'était. C'est ça. Et ça, c'est la dernière partie de notre appareil digestif. Et c'est appelé le gros intestin. Maintenant, souvent les personnes me demandent, Madame, le petit intestin, il est beaucoup plus long que le gros intestin. Et la raison pour laquelle ils sont appelés des petits intestins et des gros intestins, c'est à cause du diamètre. Alors, le petit intestin, il est moins large que le gros intestin. D'accord? C'est pour ça que les noms semblent un peu à l'envers. Le gros intestin, il est vraiment important parce qu'environ 90% de l'eau que tu bois va être absorbée par le corps dans le gros intestin. Alors, vous savez tous que c'est très important de boire de l'eau, que ça va donner de l'énergie, que ça va faire en sorte que je puisse produire de la salive. Mes cellules ont besoin de l'eau. Donc, la grosse majorité de l'eau dans mon corps est absorbée par le système circulatoire dans le gros intestin, pas dans le petit intestin. L'autre partie importante du gros intestin, et vous l'avez tous deviné, c'est responsable pour l'expulsion des déchets solides par le rectum et l'anus. Donc, dans le gros intestin, ça va être les matières fécales qu'on a, qu'on va éliminer par le rectum et l'anus. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo qui vous montre l'importance de boire de l'eau. Si vous observez mon sac ici, vous pouvez voir que même une fois que j'ai mis la plupart à la poubelle, il me faut de l'eau pour pouvoir vraiment nettoyer mes intestins. Sans l'eau, il y a des choses qui respirent et ils ne peuvent pas passer. Alors, c'est vraiment important non seulement pour aider à ton corps, les cellules, de boire de l'eau, mais c'est vraiment important pour que la nourriture puisse passer et ne reste pas pris dans ton corps. C'est vraiment, vraiment important de continuer à boire de l'eau. OK? Il y a une autre question qui n'est pas arrivée encore, mais c'est les déchets liquides.
Alors, on a parlé des vitamines qui vont dans le sang, mais on n'a pas encore parlé parce que lorsqu'on va à la toilette, on sait qu'il y a des déchets solides, mais il y a aussi des déchets liquides. Alors, lorsque le système circulatoire est fini, il va passer dans les reins. Et ça, c'est les deux organes que vous voyez ici. Donc, le sang, il passe par les reins et les reins filtrent le sang. Donc, ils nettoient le sang. Et tout ce que le sang n'a pas de besoin, donc s'il y a des vitamines de trop, s'il y a trop de protéines, s'il y a trop de sucre, ils vont essayer d'enlever le surplus du sang. Et s'il y a trop d'eau, parce qu'il est très possible qu'on boit trop d'eau des fois, lorsque les reins filtrent et décident ce que le corps n'a pas de besoin immédiatement, il va l'envoyer par l'urètre vers la vessie. Et tous ces aliments qui ont été filtrés, c'est ça qu'on appelle l'urine. Donc, l'appareil urinaire ne fait pas partie de l'appareil digestif, mais je pensais quand même que c'est vraiment important de pouvoir vous expliquer la différence entre les deux. Peut-on boire trop d'eau? Tu ne peux jamais boire trop d'eau. C'est pas comme si tu bois plus d'eau que ton corps a de besoin, l'appareil urinaire et les reins vont s'occuper de pouvoir se le débarrasser par l'urine. Ce n'est pas comme si tu pourrais remplir ton corps avec tellement d'eau que tu peux te noyer. Il est important de boire l'eau lentement et de l'incorporer à ton corps de manière constante au courant de la journée pour que tu puisses mieux l'utiliser. Mais si tu bois trop d'eau, ton corps il va s'en débarrasser de manière naturelle. Bonne question. Donc, j'aimerais maintenant parler au sujet de la nutrition. Donc, évidemment, le système digestif et la nutrition, ils vont ensemble. Donc, le Guide alimentaire du Canada, il ressemble maintenant à ceci. C'est une assiette. La moitié de mon assiette, à chaque fois que je mange un repas, devrait être composée de fruits et de légumes. Un quart de mon assiette devrait être composé de protéines. Alors, dans les protéines, ça pourrait être des noix, du yogourt, des œufs, ça pourrait être des lentilles, du tofu, etc. Et le dernier quart de mon assiette, ça devrait être des aliments agrémentés. Alors, c'est là où on va avoir du pain, on va avoir du riz, des pâtes, etc. Ce guide alimentaire a été changé récemment. Avant, c'était la pyramide. L'autre élément important du guide alimentaire, ça dit de boire de l'eau. Que lorsqu'on mange, on devrait boire de l'eau lorsqu'on mange. Pas des jus, pas du café, etc. Je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque je lis les ingrédients dans ma nourriture que je consomme, le premier ingrédient, c'est ce qu'il y a le plus dans mon aliment. Alors, si je mangeais des biscuits, le premier aliment serait probablement des sucres. Ensuite, la farine. Si je bois un jus, parfois le premier aliment, c'est de l'eau. Et le deuxième, c'est du sucre, parce qu'il y a plus d'eau que de sucre. Alors, c'est vraiment important lorsque tu veux prendre des bonnes décisions pour ta nutrition. Regarde les ingrédients. Si mon premier ingrédient, c'est du sucre, que mon corps n'a pas besoin de beaucoup de sucre, peut-être que ce n'est pas la meilleure décision. Et parfois aussi, lorsque tu lis, il y a des éléments que si la liste est très, très longue d'ingrédients, ça veut dire que c'est peut-être des ingrédients qui ne sont pas naturels et que ton corps ne va pas reconnaître aussi facilement. Alors, ton corps, il sait comment très bien digérer des fruits, des légumes, du blé, des choses, pour la plupart,
ils peuvent digérer des aliments comme ceci, mais parfois, il a de la difficulté à digérer d'autres choses ou s'il y a trop d'ingrédients. Alors, on peut regarder aux ingrédients pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Le dernier élément, c'est l'étiquetage alimentaire. Et ça, on l'a déjà vu. Hein? L'étiquetage alimentaire, ça me donne toutes les informations au sujet de ce que je mange. Maintenant, je vais vous poser quelques questions au sujet des étiquetages. La première, quel élément du tableau est la base pour faire fonctionner mon corps? Lequel de ces catégories, donc calories, lipides, glucides, fibres, sucres, protéines, lequel de ces éléments est à la base pour faire fonctionner mon corps? Qu'est-ce que, à la base, mon corps a besoin pour faire fonctionner mon cerveau, mon cœur, etc. Écrivez-moi dans le clavardage quel élément est à la base pour faire fonctionner mon corps. Luigi dit les fibres. Est-ce qu'il y a autre? Le calcium, le fer, les protéines, tout. La personne qui a dit tout, pense à la chose qui est la plus importante pour faire, à la base pour faire fonctionner mon corps. Calcium, protéines. Donc, à la base, la chose qu'il faut que j'ai, il y a quelques personnes qui l'ont, c'est les calories. Et c'est pour ça que c'est en haut de la liste. Pour faire fonctionner mon corps, je dois à la base manger des calories. Toute nourriture au monde va avoir des calories et les calories sont ensuite divisées avec des lipides, des glucides, des fibres, des protéines. Mais à la base, c'est les calories qui font fonctionner mon corps. Maintenant, à votre âge, vous devriez manger entre 1600 et 2200 calories par jour, à peu près. Maintenant, si tu fais beaucoup de sport, tu vas peut-être manger plus. Si tu es malade, des fois, on en mange moins. OK? Mais environ 1600 et 2200 calories par jour, c'est ce que des enfants de 9 à 12 ans devraient manger. Trop de calories, c'est ça. Si je mange trop de calories, ça veut dire que je mange des aliments en surplus. Alors, si je mange trop d'aliments, mon corps ne peut pas les digérer, il ne peut pas les utiliser pour faire de l'énergie. Alors, parfois, ils vont rester comme du gras, parfois, ils vont rester, parfois, je vais simplement les passer, ou je pourrais même parfois étendre mon estomac. Alors, on ne veut pas manger trop de calories parce qu'on veut assurer que je puisse utiliser mon énergie pour utiliser les calories et pour dépenser les calories et les reprendre. Je ne devrais pas avoir trop un surplus de calories. Prochaine question. Quel élément du tableau est principalement responsable de bâtir ou réparer les tissus de mon corps? Donc, les tissus, ça pourrait être la peau, ça pourrait être les muscles. Qu'est-ce qui est responsable pour bâtir ou réparer? Lequel de ces éléments? Quoi dans la nourriture? Est-ce que c'est les lipides, les glucides, les protéines? Il y a quelques personnes qui disent que c'est les fibres, les vitamines. Il y a quelqu'un qui dit les protéines, le calcium, les fibres.
protéines, calcium ou protéines. Donc, vous êtes pas mal là. Les protéines sont vraiment, tous les aliments travaillent ensemble pour pouvoir avoir un corps en santé. Mais les protéines dans une nourriture vont aller directement aider à rebâtir ou renforcer les tissus de ton corps. C'est pour ça que lorsqu'on dit qu'une personne fait beaucoup d'exercice, après l'exercice, c'est important d'avoir des protéines pour aider à tes muscles à se rebâtir. Parce que lorsque je fais de l'exercice, si je m'en vais lever des poids, je suis en train de comme un peu briser mes muscles pour les améliorer. Alors, si je mange de la protéine ou si je consomme de la protéine, ça va aider à les réparer. J'ai vu beaucoup de calcium. Le calcium va beaucoup aider à tes os. Alors, les os, tes os, c'est pas un tissu. Alors, le calcium va beaucoup plus aider avec les os et le cartilage dans ton corps. Plusieurs personnes ont dit fibre aussi. Le fibre, ça aide beaucoup avec le processus de digestion. Ça va beaucoup aider parce que c'est fait pour pouvoir passer dans ton corps facilement. Alors, ça aide à nettoyer ton corps pour que l'excrétion se fasse plus facilement. Le lait, oui, c'est une excellente source de protéines. OK. Quel est l'élément du tableau qui est principalement responsable de me donner de l'énergie, que lorsque je le mange, je me sens comme prêt à commencer. Et ce n'est pas du café. Quelqu'un dit des glucides. Est-ce qu'on a autre hypothèse? On est presque rendu à la fin de la liste, alors. Justement, c'est les glucides. Okay, alors, des aliments qui ont beaucoup de glucides, c'est les pains, ce sont aussi les fruits, les légumes, tous les éléments agrémentés ont beaucoup de glucides. On va aussi trouver des glucides dans le yogourt et dans le lait et des aliments avec des protéines, mais c'est vraiment les fruits, les légumes et les grains qui vont avoir beaucoup de glucides. C'est aussi dans les glucides qu'on va trouver beaucoup de fibres qui vont aider avec le processus de digestion. Et c'est là où on trouve beaucoup de sucre aussi. Les sucres ont beaucoup de glucides. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'énergie lorsqu'on mange du sucre. OK? Alors, c'est important de manger des bons glucides qui me donnent des bons sucres pour pouvoir m'assurer d'avoir de l'énergie qui dure pendant toute la journée. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience. Lorsque je mange des bonbons, j'ai beaucoup d'énergie pour une courte durée de temps, mais après ça, je me sens fatiguée. C'est parce que le sucre ne dure pas longtemps dans mon corps quand c'est juste des bonbons. Mais lorsque je mange du pain, ça me donne de l'énergie tout de suite et ça dure pendant plus longtemps parce qu'il y a aussi des fibres pour m'aider à le faire passer dans mon corps. Alors, les glucides me donnent de l'énergie. Ça me donne aussi du sucre et du fibre. Le café me donne de l'énergie aussi, mais ça, c'est quelque chose de différent. Les patates, c'était des exemples de glucides, absolument. C'est ça. Alors, vous allez voir, comme dans la liste, les fibres et les sucres rentrent à l'intérieur des glucides. Enfin, dernière question. Vrai ou faux? Je veux éviter les lipides, donc ça c'est les gras ou les fats, et le sodium. Est-ce que je peux absolument éviter ces choses-là ou vraiment limiter combien de ces choses que je mange? Ou est-ce que je veux juste les manger en modération? Les choses avec le sucre non naturel ont beaucoup de calories, absolument. Donc, il faut faire attention avec les gras, les lipides. C'est ça, c'est faux. Si je mange des frites qui ont été cuites dans
dans de l'huile, c'est pas bon pour moi parce que c'est des gras que mon corps ne reconnaît pas. Mais si je mange un œuf ou du fromage, ça, c'est des gras que mon corps peut utiliser et c'est bon parce que les gras vont aussi aider à faire circuler dans le corps et vont permettre aux vitamines de rentrer dans mon corps. Alors, les vitamines vont un peu comme s'attacher au gras pour aller dans le corps. Alors, je ne veux pas manger des mauvais gras, comme je ne veux pas manger trop d'huile et je veux faire attention à ce que je choisis, mais si je ne mange pas des gras, des bons gras, de bonnes lipides, là, mon corps ne va pas pouvoir absorber tout ce que j'ai de besoin. Le sodium, c'est un autre mot pour le sel. Alors, il faut faire attention avec le sodium. On ne veut pas, lorsqu'on achète de la nourriture qui est déjà préparée, les manufacturiers mettent beaucoup de sel parce que ça va le conserver. Ça veut dire que ça peut rester dans mon frigidaire ou dans mon garde-manger plus longtemps. Donc, il faut faire attention. Mais lorsque je fais ma propre nourriture, je veux ajouter du sel parce que ça donne des électrolytes à ton corps. Et ton corps a besoin du sel pour pouvoir absorber l'eau. Alors, si je n'ai pas de sel dans mon corps, j'ai moins d'électrolytes et mon corps, lorsque je bois de l'eau, ne peut pas garder l'eau et ne peut pas faire transférer l'eau dans mon corps pour pouvoir vraiment bien l'utiliser. Alors, l'important, c'est d'avoir un équilibre. Madeleine me dit non, quand ton corps en a de besoin, c'est vrai. Tu dois les manger en modération. Excellent, Madeleine. Alors, il faut faire des bons choix. Il faut faire des choix de nourriture avec souvent le moins d'ingrédients possible. Alors, une pomme, c'est excellent. Il y a beaucoup de sucre dans une pomme, mais c'est des bons sucres. Et ça vient avec des fibres et ça me donne de l'énergie. Mais si je vais manger des tablettes de chocolat tous les jours, ça, c'est c'est des moins bons lipides, des moins bonnes lipides et des moins bons sucres. OK? Donc, Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka. Donc, je prends le temps de répondre à quelques questions. Je vais mettre Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Je vais mettre le sondage. Si vous pourriez, s'il vous plaît, prendre un instant pour pouvoir compléter le sondage, ça serait grandement apprécié. Okay? N'oubliez pas, vous pouvez toujours aller sur la page Facebook pour pouvoir aller voir les vidéos. Alors, celle-ci devrait être là dans environ une semaine, si je ne me trompe pas. Et je vais répondre à quelques questions tout de suite. Si j'ai manqué ta question, tu peux toujours me l'envoyer par courriel en haut là. Enfin, donc, ce n'est pas sur le site Internet d'Eureka les vidéos, c'est sur la page Facebook Eureka, les vidéos des ateliers précédents. Puis, si vous voulez compléter vos ateliers sur le corps humain, le 26 août, je donne l'atelier sur le système nerveux. Donc, ça, c'est le système qui parle du cerveau et de la moelle épinière. On va parler de l'ordinateur du corps. Donc, une des questions que j'ai eues, c'est pourquoi, combien de systèmes il y a dans le corps. Donc, si nous parlons, on a le système circulatoire, respiratoire, l'appareil digestif, urinaire, le système nerveux et le système locomoteur. Il y aurait 6 systèmes dans le corps. Il y a quelqu'un qui a demandé où le système digestif. Alors, on l'a remarqué, il y avait l'œsophage, donc on commence avec la bouche, l'œsophage, l'estomac qui va être en arrière un peu de notre côte ici, et les intestins qui vont faire le tour de mon ventre ici. C'est à peu près ça. Il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi on ne mange pas pendant la nuit.
Donc, notre estomac est fait pour garder de la nourriture. Alors, et puisque ça prend 2 à 6 heures, la nourriture peut rester là. Mais aussi, on peut aller jusqu'à 3 jours sans nourriture parce que mon corps va utiliser ce qu'il y a déjà dans le corps. Alors, je ne dois pas manger à chaque 2 heures parce que mon estomac peut contenir de la nourriture, c'est comme un garde-manger. Mais aussi, mon corps peut continuer à utiliser les aliments qui existent déjà à l'intérieur pour survivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madeleine, je pense que j'ai répondu à ta question. Au revoir et bienvenue. Oui, la session est finie si vous le voulez. Merci et au revoir.